Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Et voilà, vous êtes toujours membre du gouvernement. On attend un remaniement. Ce matin, on est à quelques minutes, quelques heures avant le Conseil des ministres. Et toujours rien, c'est bizarre, non? Non, mais vous savez, il n'y a pas péril en la demeure. Je veux dire, non, mais le gouvernement devait être remanié. On devait annoncer ça hier soir avant 20h. Ce n'est pas une surprise que Christophe Castaner ait été élu à la tête du mouvement, donc tout ça aurait pu être un petit peu anticipé, non? Vous savez, le chef de l'État, là, depuis 48 heures, il passe ses journées à recevoir justement tous les responsables politiques pour parler des sujets européens, pour parler des listes transnationales, pour parler des listes nationales ou régionales, bref, des conventions démocratiques. Il y a un petit ajustement à faire parce que, effectivement, Christophe Castaner a été élu délégué général. Ça donne quand même le sentiment que c'est un peu plus compliqué que prévu, non? Écoutez, je ne crois pas. Pour l'avoir vécu, ce moment qui précède un remaniement, vous savez qu'il y a un certain nombre de vérifications qui sont faites aussi, qui peuvent prendre un peu de temps. Et d'ailleurs, vous avez observé que les précédentes fois, d'ailleurs, le tempo du chef de l'État n'était pas forcément le tempo, effectivement, des observateurs et des médias. Et vous le savez, il aime rester maître des horloges, il est maître du temps. Bon, mais les horloges avancent un peu moins vite qu'on l'imaginait. En tout cas, vous restez à votre poste auprès du ministre des Affaires européennes et Affaires étrangères, auprès de l'Europe et des Affaires étrangères. En Europe, il s'est passé un événement considérable la semaine dernière, en fin de semaine, dimanche. C'est l'échec de l'Allemagne à se constituer un gouvernement. C'est un mauvais coup pour l'Europe, pour l'avancée de l'Europe? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'une Allemagne qui soit stable, qui soit forte, parce que le moteur franco-allemand étant ce qu'il est en termes d'impulsion sur tous les dossiers européens, c'est indispensable. Donc là, il est calé. Alors, vous avez vu que le président allemand a fait un appel quand même à tous les mouvements politiques. Une sorte de médiation pour que les uns et les autres réfléchissent bien à leurs actes. Et donc, peut-être que les négociations vont peut-être se reprendre suite à cet appel. Nous verrons. Peut-être que si rien n'est trouvé en termes d'accord, il y aura à nouveau des élections. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement allemand reste en place. Moi, en tant que ministre chargé du commerce, par exemple, dans les conseils européens, je peux vous dire que je suis en contact permanent avec Matthias Machnik, qui est mon homologue, et que les dossiers continuent à avancer. Nous continuons à y travailler ensemble. Et donc, le gouvernement gère les affaires courantes, comme on dit, mais je suppose qu'il ne lance pas de projet. Il ne doit pas pouvoir s'engager dans ce moteur franco-allemand que vous évoquiez avec la même dynamique que s'il était effectivement en place et adoubé par les élections. Oui, c'est sûrement une question de semaine. Enfin, c'est pas une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, en tout cas pour les projets qu'il a lancés à la Sorbonne et à Athènes lors de 2 grands discours. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, dès que nous aurons à nouveau des interlocuteurs identifiés par secteur, ça sera effectivement plus facile pour enclencher des dossiers ambitieux. Et l'Europe, elle a besoin d'ambition parce qu'on l'a bien vu avec le Brexit, avec parfois la défiance populaire. On a vu le score fait par Marine Le Pen et M. Mélenchon cumulé, c'est-à-dire avec un discours de défiance vis-à-vis de l'Europe, 45%. On a besoin de rallumer cette flamme. Et donc, c'est pour ça que le chef de l'État a vraiment appelé à ce que puissent se tenir ces conventions européennes, démocratiques, dans tous les États qu'il souhaiterait. C'est une incitation, c'est pas une obligation. Et je crois qu'il est important de retisser le fil entre les citoyens et l'Europe. Et donc, nous, on défend une Europe qui protège. On est pleinement européen, mais voilà, il ne faut pas être naïf et il faut aussi se doter d'outils pour défendre notre économie, défendre un certain nombre de droits environnementaux et sociaux. Parmi les fils que vous voulez retracer, il y a cette idée de remplacer les prochains députés européens britanniques, qui devraient sortir du Parlement, puisque la Grande-Bretagne sort de l'Europe, par des députés transnationaux. Transnational dit accord des autres, des 26 autres pays. Vous avez testé leur opinion? Donc, voilà, dans son discours effectivement de la Sorbonne, le chef de l'État a poussé de nombreuses idées, dont celle-là. Tout simplement, vous avez testé les partenaires? Justement, nous sommes en train de faire ce travail. Ce que je veux dire, c'est qu'on verra si on arrive à aboutir. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est d'arriver à sortir de X débats nationaux pour avoir aussi un vrai débat européen. Vous savez qu'il y a des partis politiques au niveau européen qui sont structurés, le PPE, le PSE, la LDE, bref. Ce sont des agglomérats à Strasbourg au Parlement européen. Mais à partir du moment où nous sommes un ensemble, il est important aussi qu'il y ait cette conscience européenne qui puisse, je dirais, irriguer
les débats nationaux. Parce que regarder toujours à l'aune de sa réalité nationale peut parfois conduire à rétrécir le débat. Donc essayons d'avoir une vision vraiment européenne pour cette Europe puissance. Il faut avoir une vision française pour avoir une vision européenne. La maire de Lille, le président de la région Hauts-de-France, beaucoup de gens accusent Emmanuel Macron de ne pas avoir joué le jeu pour faire venir l'Agence européenne du médicament à Lille. Ouais, c'est le cas? Oui, je crois que rejeter la faute comme ça sur l'autre, c'est un peu facile, parce que la France, elle a porté 2 très bonnes candidatures. Celle de Lille pour l'Agence du médicament, celle de Paris pour l'autorité bancaire européenne. Bon, pardon, on n'a pas fait 100%, on a fait 50%. Voilà, on a eu une des 2. Mais c'est déjà... Par tirage au sort d'ailleurs, hein, c'est déjà... Oui, mais pour être tiré au sort, il a fallu d'abord faire un bon score, c'est-à-dire arriver en tête. Est-ce qu'on ne se pousse pas un peu du col en disant c'est une grande victoire de Paris et de l'attractivité parisienne? On était exactement à égalité avec Dublin, ce n'est pas forcément, je veux dire, une marque d'attractivité. Oui, moi je regarde le résultat. C'est que le résultat, c'est que nous aurons cette autorité bancaire européenne, que dans, je dirais, la saine émulation qui peut exister avec Francfort, avoir ce type d'agence, c'est sûr, on les a battus. Est plutôt bien. Et on parle d'attractivité. Vous savez, hier, j'étais avec une vingtaine de PDG d'entreprises américaines en Europe, dans le cadre de l'AmCham Europe, et je peux vous dire qu'ils regardent avec attention ce qui se passe en France. Et en réalité, ils sentent bien que s'ils ne tiennent pas leur conseil d'administration à Bruxelles mais à Paris, c'est que Paris est un peu capitale européenne en ce moment. Je comprends quand même de ce que vous dites qu'entre Paris et Lille, au fond, c'était au moins aussi bien, si ce n'est mieux, d'avoir Paris. Si on avait pu avoir les 2, ça aurait été idéal. Voilà. Maintenant, la France ne peut pas non plus tout truster. Et merci aux partenaires européens qui nous ont suivis. C'est ça ? Pas plus mal d'avoir Paris. Je ne veux pas prioriser, hiérarchiser. Nous en voulions une, nous en avons une, et voilà, c'est très bien. Est-ce que le président de la République doit aller en Iran ? Il avait manifesté le souhait de s'y rendre, et je note que, d'ailleurs, le président de la République iranien, hier, a précisé que la France pouvait jouer un rôle important au Moyen-Orient en ayant une approche impartiale. Et c'est vrai que, écoutez, c'est pas à moi d'annoncer son agenda, il s'entretient très régulièrement avec le président Rouhani, naturellement, par téléphone, où il a rencontré à New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mais en tous les cas, moi je m'y suis rendu 2 fois déjà depuis le début du mandat, et je peux vous dire que le fait de parler à tous les acteurs de la région... tous les acteurs qui sont impliqués dans la crise du Liban. Et puis, je veux dire, au-delà, on voit bien qu'il y a un certain nombre de crises, en ce moment, Syrie, Yémen, effectivement. Oui. Et vous avez raison, Nicolas Bétou, c'est vrai que je pense que cette offensive diplomatique du président de la République a porté ses fruits, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, au Liban, les choses vont peut-être pouvoir s'éclaircir, conformément à la Constitution. S'éclaircir, c'est-à-dire que le Premier ministre, qui est de retour aujourd'hui au Liban, va annoncer formellement ou confirmer formellement sa démission ? On verra quelle sera sa décision après s'être entretenu avec Michel Aoun, le chef de l'État. En tous les cas, la France, elle est attachée à la stabilité du pays. Il faut garder absolument, je dirais, cette distance vis-à-vis des conflits régionaux. Quelque part, le Liban, c'est une mosaïque très, 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 très fragile de par cette composition unique. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un gouvernement, il y a des élections dans quelques semaines, qui puisse conforter un Liban fort, et stable. Le chef de l'État syrien a été reçu par Vladimir Poutine, au vu et au su de tous. Ça le conforte dans son siège et dans son rôle de chef de l'État syrien. Est-ce que El-Assad est désormais incontournable ? Si vous voulez, il y a une situation militaire sur le terrain, mais la France continue à penser qu'il faut aussi une solution politique. Mais il faut faire avec lui. Et donc, je ne pense pas que la solution... La France a pensé pendant un moment qu'il fallait d'abord que le président syrien parte. Aujourd'hui, c'était effectivement la position de François Hollande. Après, nous n'en avons pas fait, ce n'était pas forcément un préalable, mais on sent bien que ce n'est pas le président syrien actuel qui peut être une réponse aux problèmes qui ont été posés depuis quelques années. Mais la solution passe par lui. Et donc, la solution, elle ne passe pas par lui. Elle passe par, nécessairement un moment, une recomposition dans ce pays pour qu'enfin, on puisse sortir de ces drames. Parce que, pardon, vous avez vu la situation humanitaire
humanitaire, vous avez vu ces réfugiés jetés sur les routes. Et donc, en réalité, on ne peut pas se contenter d'avoir militairement défait Daesh. Il faut absolument que des pourparlers politiques se poursuivent. Ils ont lieu à Genève, sous l'égide des Nations Unies, et c'est là qu'il faut aboutir. Merci Jean-Baptiste Lemoyne. Vous êtes toujours, après quelques minutes d'entretien, secrétaire d'État, chargé des affaires européennes et affaires étrangères. Je touche du bois ou plutôt du plastique. Oui, voilà. Donc le remaniement, à l'heure où nous parlons, n'est pas encore fait, mais vous êtes toujours secrétaire d'État. Merci beaucoup. Merci.